Merci d'être venu pour cette présentation du livre. Et on va commencer tout de suite par ce livre, parce que c'est la présentation du livre de Morgan Eman. Mais ce livre de Morgan Eman est signé Morgan von Skepdahl. Et ça, c'est la première question, c'est pourquoi cette différence? Pourquoi on vous présente Morgan Eman? On te présente Morgan Eman parce qu'on se connaît, évidemment, on ne va pas faire comme si on ne se connaît pas. Et donc pourquoi Morgan von Skepdahl devient Morgan Eman? Parce que, en fait, ça fait longtemps que je cherche un nom, que j'ai envie d'un nom de plume. Et je ne le trouvais pas, donc je gardais ce nom affreux et imprononçable que personne ne sait écrire. Et puis, j'ai eu une illumination, j'ai pris le nom de ma grand-mère en apprenant qu'en fait, c'était pas son nom à elle, c'était pas le nom de son père, c'est le nom de sa mère. Et au-delà de ça, la sœur de la mère de ma grand-mère avait aussi pris le nom de sa propre grand-mère comme nom d'artiste parce qu'elle était comédienne à la Gaîté pendant la guerre. Et donc voilà, c'est toute une histoire et ça me correspond mieux de rappeler ma grand-mère plutôt que mon père. Voilà. C'est pas une volonté. Le premier livre, voilà, il est paru avant que mon nom me parvienne, mais c'est pas grave, quoi. En plus, c'est mon livre le plus personnel et à mon avis, ça le restera. Et donc, c'est bien que ça paraisse sous ce nom-là alors que personne me connaît. Et c'est pas une volonté, justement, de l'ère du temps qui est de vouloir être féministe à tout prix. C'est pas du tout ça chez toi. Le changement de nom, c'était vraiment une volonté de... Parce que c'est vrai, il n'y a que des femmes, quoi. De ton côté, je veux dire, ta grand-mère, c'est une femme qui est absolument, complètement... Oui, évidemment, c'est banal, mais c'est une femme qui est... Je veux dire, c'est une femme au sens, indépendante, vigoureuse, complètement libre. Oui, c'est un modèle d'audace et de liberté, ça c'est sûr, mais c'est ma grand-mère, quoi, c'est tout. Et donc, on va en venir un petit peu à ta... En fait, avant d'en venir à cette nouvelle qui s'appelle au fond Un jardinier étouffé, il faudrait revenir un petit peu à ce qui a été le premier écrit de Morgan von Skepdahl avant de devenir Morgan Eman, qui est un livre qui s'appelle L'île Quimboiseuse et qui sera publié chez Malmström après celui-là, alors que ce livre-ci est le premier en fait. Donc c'est-à-dire que c'est le premier écrit de Morgan qui commence par cette phrase que je ne vais pas prononcer parce que mon anglais est un peu limité, mais que Morgan va prononcer, qui est une phrase de Samuel Beckett. C'est « You're on earth, there's no cure for that ». Donc, Translation. Vous êtes sur Terre et il n'y a pas de remède à ça. C'est une phrase de Samuel Beckett qui me parle comme tout ce qu'il écrit. Et voilà, Beckett, c'est vraiment une inspiration et en même temps, c'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, j'ai pas lu encore tous ses livres parce que quand j'aime un auteur, j'aime bien qu'il me reste quelque chose à lire. Et quand je lis des textes que je découvre aujourd'hui, j'ai l'impression que non seulement qu'ils ont été écrits pour moi, mais que j'écris la même chose. Et ça peut paraître prétentieux, mais c'est vraiment pas ça. C'est que je ressens vraiment un lien avec Beckett. Et même aujourd'hui, en fait, mon écriture dans ce livre-là est très poétique. Et avant de l'écrire, j'avais lu que son théâtre. Et oui, j'avais lu que son théâtre. Et non, j'avais lu Mercier et Camier, qui est un roman. Et puis j'ai lu sa poésie après avoir écrit ça, et je me suis dit, mais j'ai écrit ça, en fait. Donc c'est un lien particulier. Et en plus, il est mort en 89, et je suis née quelques mois avant sa mort. Et je sais pas, c'est un lien, quoi. C'est un détail, mais c'est ce qui est fabuleux quand on lit un livre, c'est évidemment d'avoir l'impression de trouver quelqu'un qui pense exactement ce qu'on pense, quoi. Et c'est à mon avis ce qui arrive avec Beckett, c'est que quand tu le lis, tu as l'impression que c'est presque toi qui l'as écrit, quoi. Oui, c'est ça, il a une façon de zoomer sur les choses. On n'a jamais un plan large avec Beckett, et il montre ce qui est absurde, ce que les gens pensent être hermétique, parce qu'en fait l'absurde il est partout.
Et il le montre par une vision très rapprochée des choses. Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est les détails qui importent dans le fond. Et peut-être qu'on peut, pour finir avec ces influences justement de Beckett, bon, il y a souvent un malentendu sur Beckett, c'est qu'on pense toujours que c'est hermétique, que c'est prétentieux, que c'est peut-être un peu trop compliqué, mais pour toi c'est évidemment un écrivain qui est drôle, qui est aussi léger, qui est Oui. gai à lire, quoi. Oui, pour moi, il y a de l'espoir chez Beckett. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, parce qu'on se connaît un peu, donc on se maltraite un peu. Et donc on va revenir peut-être à cette île quimboiseuse qui est en fait, à mon avis, un livre qui est plus hermétique puisque c'est vraiment de la poésie, c'est de la poésie qui explique quelque chose, qui raconte quelque chose, mais à mon avis cette nouvelle qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle au fond Un jardinet étouffé, pour moi c'est une espèce de porte d'entrée dans ce livre qui sera plus tard publié toujours chez Malmström et qui s'appelle L'île quimboiseuse, mais je pense que c'est important de lire d'abord au fond Un jardinet étouffé, parce que pour moi c'est une porte d'entrée. Mais toi tu ne l'as pas écrite du tout comme ça. Non, ça c'est ton point de vue, mais ça peut être une porte d'entrée parce que c'est un livre, comme je l'ai dit, c'est mon livre le plus personnel, donc fatalement ça raconte ce qui s'est passé avant que j'écrive L'île quimboiseuse, puisque ça parle de Bruxelles. Donc en fait, pour la petite histoire, j'avais déjà envoyé le manuscrit de L'île quimboiseuse à David Giannoni chez Malmström. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai vu qu'il y avait un appel à texte pour la collection Bruxelles se compte. Et Bruxelles, la seule chose qui me parle dans Bruxelles, c'est mon lien très fort et très négatif à Bruxelles, parce que j'y suis allée pour faire mes études, mais je viens de la campagne profonde, donc c'était vraiment un choc. Et donc je me suis dit, pourquoi pas... La seule chose que je pourrais proposer pour cette collection, c'est ma relation à Bruxelles, et pourquoi pas en faire une nouvelle, mais donc qui ne soit pas juste l'histoire de ma vie. Et je me disais aussi que dans une collection sur quelque chose, il y a fatalement beaucoup plus d'avis de lecture positive que de points de vue un peu plus sombres. Et donc je trouvais ça intéressant. Et donc justement, ce Bruxelles, donc là, une des phrases, c'est « Je crois que j'ai haï Bruxelles avant même d'y dormir seul pour la première fois ». Il y a des trucs chocs, et évidemment pour les gens qui adorent leur capitale et qui ne peuvent pas entrevoir qu'il y a autre chose que leur capitale, parce que Bruxelles c'est le centre du monde quoi, pour les gens. Et je peux peut-être lire un extrait. Oui, ça on va le faire, mais donc souvent tu as des gens qui se heurtent justement à ça, qui disent mais comment ça se fait, il y a des gens qui viennent à Bruxelles, qui trouvent la ville fabuleuse, alors que bon, c'est une chouette ville, mais on va pas non plus... mais je pense que c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, beaucoup de Bruxellois qui m'ont dit « Ah mais je rencontre des étrangers qui viennent à Bruxelles et qui adorent la ville ». Mais je pense que la vision est aussi différente quand on vient d'un autre pays que quand on est dans son propre pays et qu'on va en ville. C'est pas du tout la même approche. Et enfin, moi, je comprendrais qu'on me dise que mon village, il est pas beau et qu'on n'aime pas. J'ai aucun problème avec ça. Et ma vision de Bruxelles ici n'est pas... j'impose à personne ma vision des choses, quoi. Et tu viens justement de... Enfin, raconte un petit peu, peut-être avant de lire le premier extrait, raconte un peu d'où tu viens, justement pour montrer la différence entre cette personne, ce personnage qui arrive justement à Bruxelles et qui vient de la campagne profonde. Oui, je viens de Gaume, donc c'est juste à côté de l'Ardenne, dans le fin fond de la province du Luxembourg. Et mon village, c'est un village de 400 habitants, il y a plus de vaches que de gens. Et donc j'ai toujours vécu là-bas avant de partir à Bruxelles pour mes études. Donc à 18 ans, vraiment, c'est pas que j'avais jamais vu un feu rouge, mais enfin, la première vraie ville, c'est Arlon. Et pour moi, c'est même pas vraiment une ville, c'est tout petit, Arlon. Donc voilà, je lis un extrait. Ouais. On va lire un extrait donc de Au fond, un jardinet étouffé. Donc ça, c'est je commence vraiment par le début. C'est l'entrée en matière qui parle d'où je viens aussi.
Elle a toujours été la ville, la capitale. Dans mon enfance entourée de villages, Bruxelles a toujours été la ville. Dans mes premières leçons de géographie, il y avait Bruxelles, décentrée vers le nord, et Sainte-Cécile, petit point placé à l'extrême sud sur ce territoire que seuls les locaux savent belge. Le mot province a échappé au reste du pays, qui pense qu'on est luxembourgeois. Pourtant, il y a bien une frontière tout à côté. 6 kilomètres plus bas, c'est la France. Sainte-Cécile, village gommé enveloppé de forêts, de champs et de vaches. J'y ai vécu des années sauvages, à apprendre la vie en m'emplissant les poumons de ces odeurs les plus grisantes. Celles d'étrons tout collants de résine, complices du craquement des épines rousses sous mes pas. L'odeur musquée et pénétrante des chevaux, alliée au souffle chaud de leurs naseaux dans le creux de ma main. Celle du fumier brûlant qui fumait sur ma fourche, puis dans la brouette que je portais toute l'après-midi. Aller-retour incessant entre les boxes et le tas bien plus haut que moi, large de quelques mètres, embaumant la paille marinée d'urine et les déjections plus ou moins fermentées. Celle de l'herbe fraîchement coupée, des ballots de foin et de paille, terrain de jeu piquant. L'odeur des fougères et celle des genêts gigantesques qui délivraient un bruit relaxant de bâtons de pluie en cognant contre mes étriers de plastique. L'odeur de l'eau trouble et stagnante des mares qui s'assèchent et celle des rivières qui courent, glacées, entre les joncs. La puanteur des chiens sous la pluie, l'odeur des batraciens que j'ai toujours associée à l'estragon, l'odeur boisée des chats qui rentrent le soir et ronronnent les flancs sous mon nez avide, leur museau humide cherchant ma joue. Les odeurs du dehors qui vit. Dans ce contexte, Bruxelles, vaguement intimidante de par sa qualité de ville, est longtemps restée indistincte. Couchée sur le sol à plat ventre sur mon atlas, ce n'est pas elle que je cherchais. Je prononçais tout bas les noms d'agglomérations les plus abracadabrants en fermant les yeux pour tenter d'apercevoir ce qu'ils dissimulaient. Jusqu'à mes 18 ans, les souvenirs que j'ai de la ville sont flous, à l'image du caractère abstrait qu'elle avait pour moi. Je suis entrée en conflit avec Bruxelles quand elle est devenue réelle. Avant ça, je n'avais rien à craindre, elle ne me connaissait pas. Ça, c'est un extrait qui montre, à mon avis, parfaitement combien ton écriture n'est pas que narrative, mais poétique. Et tu fais beaucoup dans un podcast, par exemple, que Morgane fait régulièrement, elle lit des poèmes, de la poésie. Et pour toi, c'est très important aussi, et d'ailleurs, on le verra plus tard, lorsque L'île Quimboiseuse, donc le prochain livre, qui était le premier, c'est compliqué de suivre, sera publié, mais on voit à quel point c'est poétique. Et que ta narration, y compris quand tu fais de la poésie pure, il y a toujours le mélange entre la poésie, la narration. Pour toi, la poésie doit aussi raconter quelque chose. Ça n'est pas que des beaux mots, ça n'est pas que du beau, au sens petit du terme. Oui. C'est du beau bizarre, ça on sort. En fait, je me dis pas que je fais de la poésie. Je veux dire, c'est comme ça que j'écris. Mais l'important pour moi, c'est vraiment le mot qui véhicule ce que je veux dire. Donc, je mets très longtemps à écrire quelques mots. Parce que je suis pas... Il y a des auteurs qui écrivent leur premier jet très très vite en se disant, de toute façon, après je vais corriger, il vaut mieux sortir la matière. Et moi, je suis pas du tout comme ça, parce que si j'écris un truc que le soir dont je suis pas satisfaite tout de suite, je peux pas aller dormir. Donc j'ai ce besoin d'aller chercher... Je cherche même les mots que je connais au dictionnaire pour être sûre qu'ils veulent dire ce que je veux dire, et aussi pour trouver leur autre signification, parce que souvent on les utilise que d'une seule façon et ils veulent dire plein de choses en fait, les mots. Donc voilà, je pense que la poésie elle vient de là aussi, parce que justement en cherchant indéfiniment d'autres mots et en glissant de mot en mot dans le dictionnaire, on fait se rapprocher des mots qui n'avaient rien à voir ensemble et qui en fait, pouf, ils voulaient dire ce qu'on voulait dire. Donc ça crée une poésie aussi. Et c'est pour ça que quand la première fois que je l'avais lu, puisqu'avant de se connaître, j'avais lu quelques feuillets de ce qu'elle avait écrit en premier, qui est en fait le deuxième truc. Je reviens toujours à ça, parce que c'est pas la première chose, en fait, c'est la première chose, c'est L'île Quimboiseuse. Et lorsque j'avais lu ça, il y avait deux rapprochements qui s'étaient faits pour moi.
c'était évidemment Marcel Moreau, mais ça c'est autre chose. Mais il y avait aussi justement le travail sur les mots et leur sonorité qu'il y a chez Raymond Roussel. Dans Comment j'ai écrit certains de mes livres, il explique comment il part d'un mot, et puis il part d'un mot qui ressemble un peu à l'autre, et il commence par une signification au début de son roman, et il termine par une autre à la fin. Et il y a ça, je trouve, dans ton envie de rechercher justement le sens du mot, la sonorité, ce qu'il veut dire, ce qu'il sous-entend. Et parfois, tu retrouves des mots qu'on n'a même plus idée, quoi. Oui, c'est ça. En fait, j'aime la cohérence par-dessus tout. Et je m'en suis rendu compte en écrivant, en fait. Là, maintenant, je mets des mots dessus, mais je ne suis pas quelqu'un qui nomme les choses, donc j'aurais jamais pu vous dire ça il y a quelques années. Mais pour moi, un livre est réussi quand vraiment le fond et la forme se confondent, quand tout ne fait plus qu'un. Et la cohérence ultime, c'est quand les sons et le sens des mots se répondent aussi. Et c'est ce que j'ai fait avec L'île Quimboiseuse. Je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est vraiment le travail que j'ai fait. Et c'est pour ça que ça devient de la poésie et que c'est quelque chose de très oral. J'écrivais en parlant, en fait. Et voilà, c'est un tout, quoi. Et pour revenir à Marcel Moreau, justement, quand on lui a fait lire L'île Quimboiseuse, donc elle voulait absolument pas, moi je lui disais, il faut absolument que tu lui donnes ce manuscrit, parce que voilà, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui pouvait en tout cas entrer en résonance avec l'univers de Marcel. Et il a tout de suite apprécié ce truc, mais ce qu'il a aussi aimé, et on sent dans le titre du livre, ça lui va bien aussi. Il aurait pu écrire un livre qui s'appelle L'île Quimboiseuse. On le voit bien prononcer, L'île Quimboiseuse, on voit bien prononcer par Marcel Moreau. Et Quimboiseuse, c'est un mot aussi qui... Oui, ça peut être rebutant parce que personne ne connaît ce mot, mais en fait, dans le livre, au départ, c'est pas fait exprès, mais c'est un crescendo dans lequel je me suis vraiment fondue dans le vocabulaire au sens le plus large, quoi, parce que je faisais vraiment des recherches. Parfois, je partais d'un son et je recherchais des mots. Parfois, je partais d'un mot au sens très précis et je recherchais tout le champ lexical qu'il y avait autour. Et donc, je tombais sur des mots d'argot, des mots complètement oubliés dans la langue française, mais aussi des mots qui viennent d'ailleurs. Et quimboiseuse, en fait, c'est même pas un adjectif, c'est un nom, c'est un quimboiseur, une quimboiseuse. C'est un sorcier, tout simplement, un jeteur de sorts aux Antilles. Et donc, voilà, c'est des mots... j'ai mêlé vraiment des mots qui viennent d'horizons et d'univers différents, mais qui ont un sens dans l'histoire et dans chaque scène du livre. Puisque pour moi, c'est un roman, même si il y a des sauts de ligne, c'est de la poésie, mais il y a des chapitres, il y a des personnages, on suit une histoire, quoi. Et Marcel Moreau te disait toujours, mais pourquoi tu appelles ça un roman ? C'est réducteur, un roman, ça veut rien dire. Et lui, il n'était pas content qu'on appelle ses livres des romans, parce que pour lui, tous ses livres sont des essais et des pamphlets, presque. Et cette île quimboiseuse, donc, qui sera dans ce premier livre, qui sera le deuxième, c'est Malte. Oui. Plus ou moins. L'inspiration vient de Malte, c'est pour ça que je dis que c'est une porte d'entrée pour ce futur livre. C'est parce qu'au fond, Un jardinier étouffé, on retrouve le parcours de cette personne, qui est un personnage dans l'île quimboiseuse qui s'appelle Myste, qui ici est un personnage qui n'a pas de nom, mais qui part de Bruxelles et qui s'échappe vers une île mystérieuse, mais qui est Malte, et là où tu découvres la vie, quoi. L'île est un tout petit passage de la nouvelle. En fait, j'ai pris Bruxelles dans ma vie et j'ai noté toutes les clés de Bruxelles que je pouvais raconter. Et donc, mon histoire de Bruxelles, elle commence chez moi avec l'extrait que je vous ai lu. Mais après, il y a eu mes études. Après, je suis revenue chez moi. Je suis partie à Malte, et là, ma vision a complètement changé, puis j'ai dû revenir à Bruxelles. Et donc, l'île, c'est un tout petit moment, si on peut dire. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais c'est ce qui te permet de revenir après à Bruxelles avec une vision différente et tout. Enfin, voilà, c'est un détail. Je relise un extrait. Tu peux relire un extrait. C'est pas concerté pour les extraits. Mais...
je lis les 2 extraits qui suivent sur Bruxelles. Parce que donc peut-être revenir quand même sur la nouvelle qui fait partie justement de la collection Bruxelles se compte. Il faut expliquer dans quel cadre ça a été fait. C'est donc l'éditeur David Giannoni de Maelstrom qui fait un appel à texte et et la thématique c'était Bruxelles. Donc c'est ça aussi. Il faut peut-être expliquer comment c'est venu justement cet appel à projet. Je l'ai dit déjà, non? Oui, tu l'as déjà dit. Bah, Tu n'écoutes pas ce que je raconte. J'écoute plus alors. Oui, donc c'est à peu près à la moitié de la nouvelle. On est à Bruxelles. À la rentrée, Bruxelles indifférente est devenue étouffante. J'avais des comptes à rendre, comme toujours, puisque toute ma vie j'avais été élève. Aujourd'hui étudiante, je ne prenais pas la peine de cacher que Bruxelles me mettait mal à l'aise. Elle me le rendait bien. J'avais le tournis. Rien n'avait de sens et je me sentais flotter entre la pollution et la camisole. Louise était plongée dans sa physique quantique, sa chimie moléculaire et ses labos. Elle ressemblait à un chat, la tête prise dans l'anse d'un sachet en plastique, s'asphyxiant. Et elle avait l'air d'aimer ça. Alors j'ai fait ce qui est propre à l'humain. Je me suis rapprochée d'autres êtres vivants, en quête d'amitié et de sens. Dans le bourdonnement des cerveaux rassemblés, j'ai trouvé Alice. C'était une Iranienne née à Bruxelles et elle s'était mise en tête de me faire aimer sa ville. Mais le chocolat royal du Caf-Caf sur le campus du Solbosch et les pique-niques sur l'herbe de la plaine étaient des bonheurs volatiles. À peine avalés, les moments s'envolaient. L'intenable désir de rentrer à la maison me suppliait d'aplatir Bruxelles pour qu'elle redevienne un nom sur la carte de mes 10 ans. Dès septembre, le périple Sainte-Cécile, Libramont, Bruxelles-Schumann, Delta était devenu un calvaire incessant. Je faisais des va-et-vient chaque semaine, vivant en apnée jusqu'au prochain vendredi, jusqu'à ma prochaine bouffée d'air frais. La forêt. Alice pensait me rendre le sourire en m'emmenant au bois de la Cambre. J'avais jamais rien vu d'aussi déprimant. Une forêt en cage que l'on enferme à chaque coup de vent. Pour ce que j'en savais, Bruxelles se contentait de son apathie, de sa fleur grotesque et du fourmillement des étudiants. Encore ? Et oui, très bien. Et donc, cette nouvelle, en fait, c'est toi, mais c'est pas tout à fait toi, parce que c'est de l'autofiction, mais justement, comment tu places justement cette narration qui se sert justement de ton vécu, parce que beaucoup de gens ont du mal, parfois ils se disent, c'est l'histoire d'une fille, c'est presque une biographie, c'est ton histoire à toi, alors que c'est pas que ton histoire, et le personnage, ce n'est pas toi directement. Oui, mais en fait, j'avais pas du tout pensé à ça en écrivant et jusqu'à la première critique, en fait. Il y a une critique qui est parue dans le carnet Les Instants et tout de suite, j'ai vu qu'on confondait auteur et narrateur et ça m'a déstabilisée. Mais non, mais je me suis dit, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est écrit, c'est je, mais tu peux écrire je sans que ce soit toi. Il y a des hommes qui ont écrit je et qui ont écrit des narrateurs femmes. Et bon, évidemment, c'est inspiré de mon histoire. J'ai pris... en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les ressentis sont vrais, mais tout le reste est mensonge. Et puis la vie ne fait pas une histoire. Je veux dire, j'ai pas envie de lire la vie de quelqu'un avec toutes les ellipses qu'on n'a pas faites, quoi. Il y a des choses qui sont très chiantes dans ma vie et j'ai pas envie de les... Il faudrait vraiment travailler pour les raconter et ça prendrait plus qu'une nouvelle et ce serait pas gai, quoi. Ça ferait pas une histoire. Et donc, pour moi, il faut penser à comment ça va être lu et en même temps, c'est très... Enfin, moi, je me trouve contradictoire parce que en écrivant, le lecteur, je m'en fous, quoi. J'écris ce qui doit... J'ai l'impression d'écrire ce qui doit être écrit pour faire une histoire qui se tienne et qui ne tombe pas des mains. Et donc, c'est en ça que c'est contradictoire. Qui ne tombe pas des mains pour moi. C'est moi, le lecteur. Oui. Mais donc... comment justement tu pars de ton vécu à toi et comment tu arrives à le transcender dans ton écriture, comment tu arrives à faire en sorte que ça ne soit pas qu'une histoire comme je sais pas, il y a des livres de développement personnel ou qui se racontent à la première personne, qui essayent d'expliquer son vécu.
comment tu peux expliquer que c'est le style justement qui transcende ça, quoi? Bah, je crois que c'est parce que je pars d'une idée. Enfin, j'ai une idée précise de ce que je veux faire du livre. Donc c'est l'idée que je suis, c'est pas ma vie en fait. C'est pas, mais en même temps, je me sers de tout ce que, en tout cas pour celui-là, je me sers de tout ce que j'ai vécu. Donc le personnage n'est pas moi dans le sens où j'ai pris des gens réels et je les ai fondus en un seul personnage par exemple. Donc c'est pas la réalité, j'ai inventé des choses, voilà. Et donc on cohabite, il faut savoir qu'on se connaît, quoi, plus ou moins. Et donc on cohabite. Et quand tu écris, ça c'est toujours intéressant parce qu'on ne réalise jamais qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui, pour beaucoup, ça peut paraître comme quelqu'un qui reste chez lui. Et quand par hasard les gens me disent tiens, Morgane n'est pas là, je dis non, elle écrit. Et les gens disent oh, j'ai hâte de voir son livre, hein, parce que vu le temps qu'elle écrit, comme si c'était quelque chose d'anecdotique et que écrire c'était un délassement, un hobby ou quelque chose qui était un truc de paresseux peut-être. Et écrire, c'est pas quelque chose de... Ça ne relève pas de la paresse, au contraire, c'est un travail. On revient encore à Moreau qui expliquait que quand il écrivait, c'était presque comme un mineur dans le fond des galeries qui essayait d'extraire le charbon, quoi. On tape dans la matière verbale. Et toi, tu n'es peut-être pas dans ce style-là de Marcel Moreau, mais en tout cas, tu passes des journées à te dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais foutre. Et quand je débarque, alors que je n'ai rien à faire dans l'appartement, elle me le fait savoir, et c'est limite si je devrais pas aller boire un verre ailleurs, quoi. Mais oui, et, en fait j'ai du mal à me plonger dans mon propre univers. Je mets des heures à me plonger dans mon écrit et la moindre interruption me fait sortir de ce que je suis en train de faire et je dois tout recommencer. Donc c'est une bulle à reformer constamment. Et ben oui, c'est un vrai travail, le travail des mots, comme je l'expliquais. Je suis toujours avec mon dictionnaire et avec je fais des recherches sans arrêt et c'est très compliqué quand on est interrompu, non seulement par des choses qui ne nous intéressent pas, mais comme quelqu'un qui vient demander qu'est-ce qu'on mange ou des trucs comme ça. Parce qu'elle fait bien manger. Ça peut paraître dégueulasse ce que je viens de dire, mais malheureusement elle travaille aussi bien la matière verbale que la matière organique. Mais le pire, c'est quand on est interrompu par quelque chose qui nous intéresse. Si tu viens me parler d'un autre livre ou de quelque chose, c'est encore pire parce que alors, déjà faire une seule chose à la fois, c'est compliqué, mais quand on pense à plusieurs choses, c'est... voilà, donc je suis du genre à m'enfermer chez moi pendant des mois pour écrire. Et les gens ne comprennent pas toujours, mais je m'en fous. Et c'est justement le drame toujours de l'écriture, des écrivains, c'est qu'on ne comprend pas toujours quand on est extérieur au truc, qu'on lit les livres, on ne réalise pas le travail qu'il y a derrière, sans doute parce qu'il y a une profusion de livres inintéressants aussi, et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui écrivent comme ils pissent. C'est peut-être pas très positif, mais c'est vrai que toi, c'est le contraire, c'est complètement un travail, c'est au contraire t'es extrêmement studieux. Tu n'aimes pas d'ailleurs les brouillons. T'aimes bien que tes brouillons soient déjà... Oui, mais ça c'est lié au fait que j'aime pas ne pas être satisfaite tout de suite. Et donc je passe des heures à écrire quelques mots et il faut que ça veuille dire ce que je veux dire. Donc oui, mes premiers jets sont... Il n'y a pas grand-chose à... Il y a des choses à ajouter, mais ça se passe sur quelques mots. C'est pas, il ne faut pas tout réécrire, quoi. Quand j'entends les auteurs qui disent ils ont leur premier jet qu'ils ont écrit d'une traite et après rien ne se ressemble quand on voit le projet final. Moi, je ne saurais pas faire ça. Mais ceci dit, tu as quand même et c'est là où tu as évité quand même, parce que le premier texte qu'elle voulait éditer, il y a eu toute une course à envoyer le manuscrit, essuyer des refus, tu as fait toutes les maisons d'édition, en tout cas pour le premier texte, avant de tomber sur Maelstrom, et tu as toujours soigneusement évité l'auto-édition.
parce que tu voulais vraiment justement qu'il y ait un travail éditorial et travailler avec un éditeur, se dire que le texte doit évoluer, qu'il n'est pas bon définitivement. Et donc cette nouvelle-là a évolué quand même pas mal. Enfin, tu as travaillé, ça a été un combat avec le correcteur, dire oui, ce mot-là, je préfère le garder, cette partie-là, il faut l'augmenter. Enfin, explique un peu justement cette... Parce que ça t'a beaucoup plu, ça, justement. Oui. Mais il y a deux questions. Il y a peut-être deux questions dans ma question. quand je cherchais un éditeur pour l'île Quimboiseuse, ça n'a rien à voir avec ta deuxième question, mais c'était compliqué parce que... Déjà ma deuxième question. C'était compliqué parce que... donc pour moi, c'est un roman. Et il est écrit sous forme poétique, donc ça ne convient pas aux éditeurs de romans et ça ne convient pas aux éditeurs de poésie, déjà parce que c'est trop long et ensuite parce que c'est pas un recueil de poésie. Mais j'ai continué à chercher un éditeur parce que oui, c'est important. Et évidemment, tous les auteurs sont attachés à leur texte, à leurs mots, ils l'ont écrit et ça sort d'eux, et donc ce sera toujours un bébé auquel on est attaché. Mais ça doit bouger, quoi. La langue, elle est vivante, et en plus, je suis aussi attachée à mon côté lunatique. Je suis pas toujours d'accord avec moi-même, et je trouve que c'est important parce que les gens, comment dire, les gens trouvent souvent que changer d'avis, c'est être instable. Quand on change d'avis, tout d'un coup, on ne sait plus si on peut être sûr de la personne qui change d'avis, quoi. Et pour moi, les mots, demain, je peux me rendre compte que ce mot-là, c'était pas le bon. Et donc, j'aime bien que quelqu'un me le dise, quoi. Mais il faut trouver la bonne personne. Donc les gens qui s'auto-éditent et qui vont chercher, ils disent oui, mais mon livre a été en bêta lecture, donc c'est-à-dire ils cherchent des gens pour relire leur texte en tant que lecteur, avec un regard un peu critique pour leur dire ce qui va pas. Et je trouve pas ça sain en fait, parce que l'éditeur, et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment cherché l'éditeur qui me convenait, dans le sens où le travail est vraiment éditorial et entre l'objectivité et la subjectivité, parce qu'on peut jamais être vraiment objectif. On a toujours un ressenti qui est personnel, mais en tout cas le but qu'on doit avoir en commun, auteur et éditeur, c'est de faire du texte la meilleure version possible. Et c'est pour ça que j'étais contente d'être chez Maelstrom, parce qu'on a vraiment fait un vrai travail éditorial où Stéphane de l'équipe m'a dit tout de suite voilà tout ce que j'ai à te dire, là pourquoi tu dis ça, j'ai besoin que tu développes. Et moi ça m'a poussé vraiment plus loin, donc le texte il est beaucoup plus long en fait que ce qu'il était à la base. Et à côté de ça, il y a vraiment eu des combats parce que moi, je suis attachée aux mots. S'ils sont là, c'est pas par hasard. Et donc, je suis prête à me battre pour ces mots-là. Donc voilà. Parce qu'il y avait une espèce de... Il te demandait parfois de virer un mot, ou je sais plus. T'as pas un exemple justement de ça, de ce qu'il t'a demandé de rallonger, ou de raccourcir, ou d'expliquer. Il y a le passage avec le sanglier qui ne me plaît plus, mais il est bien, mais il est pas aussi bien que ce qu'il était avant. En fait, pour moi, il était plus enjoué avant, et maintenant, je sais pas, il a fallu enlever des mots. Mais c'est pas très grave parce que j'ai gagné d'autres batailles. Mais oui, je pense que j'ai perdu 2 batailles sur ce livre, c'est pas grand-chose. C'est pas mal ça, c'est pas mal de... Le reste, j'ai tout gagné. Il y avait beaucoup de... Au début, quand on s'est vu la première fois, il n'y avait que du rouge sur... Et puis je me suis rendu compte qu'il disait aussi ce qu'il y avait de positif. Et que même ce qu'il y avait à changer n'était pas négatif, en fait. Par exemple, j'ai du mal à écrire le début d'un livre, même si j'écris pas linéairement. Donc, souvent, ce qui est au début, je l'ai pas du tout écrit au début. Mais
j'ai du mal à faire de l'entrée en matière quelque chose qui donne envie de lire la suite. Parce que je ne me préoccupe pas du lecteur. Et donc, on a travaillé sur le début, mais en fait, je n'aime aucun début de mes textes. Mais je trouve qu'on a fait du bon travail parce que, enfin, c'était déjà, ça ressemblait, c'était presque ça, mais c'est vraiment des petits détails, quoi. On a enlevé 2 mots et hop, il y a un déclic qui se fait. Donc c'est essentiel. Tu as un extrait? Oui. Encore? Mais le dernier extrait. Oui, après on va peut-être revenir sur le titre alors. Au fond, un jardinet étouffé, donc c'est le titre de la nouvelle, et c'est une phrase qui est tirée de Pauvre Bé de Baudelaire, où il parle de la Belgique de façon extrêmement négative, et donc ça collait bien à l'histoire. Évidemment, il y a Jean Telet qui écrit un livre sur Baudelaire, et enfin, c'est peut-être un super livre, mais la façon dont il en parle est très réducteur, je trouve. Et il a l'air de dire, ah oui, mais ce qu'il a dit sur les Belges, c'est épouvantable, c'est un type fou, il était malade, il se tapait des putes, enfin voilà, avec sa vulgarisation habituelle. Alors que Baudelaire, quand il a écrit ça, c'était pas destiné à être édité. Ça a été édité après coup. Baudelaire notait des trucs, et après on lui a édité ça dans le dos, et voilà. Mais donc, effectivement, il pensait ça des Belges, mais on a tous le droit de penser des trucs négatifs. Et dans notre époque actuelle, lorsqu'on voit ce genre de choses et que quelqu'un critique une ville ou n'importe quoi, on le voit comme un fou furieux alors qu'il a le droit de penser ça. Et sa vision de Bruxelles, au fond, un jardinet étouffé, c'est comme ça qu'il résume les maisons de Bruxelles, quoi. Au fond, un jardinet étouffé. Et on voit la maison, quoi. Et au lieu de juger le poète, on dit que c'est un mec syphilitique, malade mental, et qui n'a pas le droit de dire des bêtises pareilles. Mais bon, voilà, donc ce titre vient de Pauvre Bé de Baudelaire, et j'avais envie de dire ça pour tout simplement dire que sa conception du beau, parce que en dehors des fleurs du mal, il a eu une volonté, c'est d'essayer de comprendre ce qu'était le beau, et pour lui, le beau, c'était quelque chose de pas facilement acceptable. Il appelait ça le beau bizarre. C'est une excellente chanson de Christophe, d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas écouté la chanson, c'est le beau bizarre. Magnifique chanson de Christophe, et ça vient de Baudelaire, et pour lui c'est ça le beau. Alors que pour les gens, peut-être aujourd'hui, le beau c'est quelque chose, c'est une petite fleur qui pousse, alors que le beau ça peut être une charogne, comme l'a magnifiquement écrite Baudelaire. Donc la pourriture, au soleil, magnifique. Baudelaire sublime, et donc extrait d'Au fond, un jardinet étouffé. Un jour pourtant, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai croisé un chien. Et je l'ai suivi jusqu'à la Grand Place. Bruxelles avait toujours eu pour moi l'apparence d'un chien errant. Trottinant mollement sur le trottoir, la ville venait de se matérialiser. C'était une boule de poil hirsute et sale qui me promenait sans se retourner, avec la conscience fine de l'emprise qu'elle avait sur moi. Je me suis fondue dans son rythme et l'ai regardé fouiller les poubelles de ruelles renfrognées. Bruxelles bouffait ses propres poux. Puis, relevant la tête, elle repartait en se léchant la truffe. Au fil des rues étroites qu'elle empruntait, pressant l'allure, j'observais les courettes des cafés, percevant les détails que la laideur cachait. Ce jour-là, sans m'en apercevoir, j'ai foulé les pavés de la Grand Place seule pour la première fois. À mes pieds, le chien s'est brusquement arrêté et m'a regardé gravement. Il venait de perdre son médaillon doré, vestige de sa jeunesse domestique dont il ne semblait pas se souvenir. J'ai ramassé le collier qui jurait avec ses poils encrassés, entremêlements puants. Levant les yeux, j'avisai enfin toutes ces constructions étriquées et verticales. La maison du roi, l'hôtel de ville, et toutes ces maisons hautes des siècles passés ornées de frises, de guirlandes et de sculptures. La Grand Place. Le joyau de la capitale, le médaillon du chien errant. Je le tenais serré entre mes doigts. Bruxelles ne pouvait rien me faire, mais elle aboyait bêtement, sans agressivité, sans détresse, sans but. À partir de là, rien ne s'est accéléré, mais ma concentration était extrême. Je rêvais de rentrer chez moi pour de bon, de ne plus jamais dépendre de Bruxelles. J'imaginais ce moment de liberté qui me rendrait mon effervescence naturelle. Je ne voyais que l'oiseau,
Et quand enfin la fin vint, je pris mon envol. Et encore, on revient à ce chien qui est... Ça, c'est peut-être un hasard total, mais qui est aussi dans l'île. Il y a un homme promené par son chien. Oui, mais c'est pas vraiment c'est aussi une un hasard. vision. Et Mais donc, je sais pas très bien comment l'expliquer, mais il y a des... un extrait d'ailleurs de ça, peut-être, non? Si tu veux. Je sais pas si j'ai trouvé le bon moment. C'est quel chapitre? C'était pas là, vers la gueule. Apparaît là, au coin goudronné, un mètre au Non, premier. il vaut mieux soit le premier, soit le 7e. Le 6 et le 7. Ah. Mais donc c'est des choses, c'est des images qui me reviennent. Et enfin, c'est très très étrange parce qu'il y a des images qui veulent dire quelque chose pour moi et ça sert à rien de l'expliquer parce que chacun peut... C'est vraiment des détails et chacun va y voir ce qu'il veut. Mais je pense qu'il y a des choses qui reviennent de texte en texte que moi aujourd'hui je peux pas encore expliquer. Là je suis en train d'écrire quelque chose de complètement différent et il y a un oiseau, donc il est même sur la couverture et cet oiseau est en train de revenir et je sais pas ce que ça veut dire mais je vais le mettre et je pense que il y a des choses comme ça qui vont revenir de texte en texte. Là, c'est encore le début, j'ai que 31 ans, mais je pense que c'est chouette d'avoir des... ce sont comme des clés de texte en texte qui reviennent et peut-être qu'un jour je trouverai la serrure. Je trouve pas exactement l'extrait, mais c'est pas grave. Tu veux quel extrait? Je sais pas, pour revenir avec ce chien. Ah oui, alors là, je sais pas où il est, le chien, dedans. Il y a plusieurs fois où le chien... le chien est un élément récurrent qui revient Enfin, pas récurrent, mais qui en tout cas revient qui est peut-être le lien entre les deux écrits. Mais c'est pas le même chien, là. Alors que l'oiseau, ce serait le même oiseau. Mais est-ce qu'il y a une passerelle entre les deux textes? Tu crois que... Enfin non, tu m'as dit que non, évidemment. Non, en fait, en écrivant L'île Quimboiseuse, Bruxelles avait complètement disparu. Je revenais de Malte et j'étais hantée par... il y avait quelque chose que je devais raconter. Et j'ai voulu écrire en fait un roman au sens le plus traditionnel, le sens qu'on entend aujourd'hui. Et ça sortait pas. Et donc, je me suis mise à parler. Puis je me suis enregistrée alors que je fais jamais ça. Et puis le premier chapitre est sorti et c'était de la poésie. Et voilà, et je ne pensais qu'à Malte et en même temps c'est une version parallèle de Malte. C'est pas Malte, à part, il n'y a qu'un nom qui est vrai, c'est Pacheville, c'est le royaume de la nuit, on va dire. En fait, à Malte, c'est quand même une île qui fait 316 km², donc c'est très très petit. Et toutes les boîtes de nuit, tous les pubs sont réunis dans un seul quartier. Donc tout le monde vient là pour faire la fête dès le vendredi soir, dès le jeudi même. Mais donc, c'est vraiment un lieu très très particulier parce que c'est dans un seul pays, on a un seul lieu pour faire la fête, quoi. Et donc j'ai gardé juste ce nom-là, qui revient plusieurs fois. Mais tout le reste, c'est une version alternative, c'est presque du fantastique, puisque l'île a une volonté propre et elle malmène les gens. C'est presque de la science-fiction, enfin, en tout cas il y a une île qui est en évolution constante et qui broie à peu près les gens. Voilà, mais je me suis pas dit, tiens, je vais faire de la science-fiction, c'est que ça devait sortir comme ça. Donc justement, toujours la forme, le point de vue, le style, et qu'une seule et même histoire peut revêtir plusieurs formes en fait. Parce qu'on aurait pu écrire ça de différentes manières. Oui, j'ai toujours ce projet de l'écrire sous forme de roman. J'ai l'impression que je vais y revenir pour l'écrire d'une autre façon. Je sais pas si on y a comme un avant-goût du prochain. Oui, je peux dire un truc. On termine par un avant-goût du prochain. Qui était le premier? Attends, faut que je le trouve. Oui, on peut revenir à Marcel Moreau qui avait lu
ce texte, on lui avait donné, donc j'avais déjà parlé, mais donc quand il avait lu ce texte, il avait tenu à informer Morgane qu'il l'avait lu, qu'il l'avait apprécié. Et ça, c'est pour revenir sur Marcel, qui est mort il n'y a pas si longtemps, et qui était quelqu'un de profondément généreux, et ce qui n'est pas toujours le cas chez les auteurs, et qui avait envie de manifester en tout cas le plaisir qu'il avait eu à lire quelqu'un d'autre. Même des artistes, des peintres, des photographes, dès que ça touchait à son univers, tenter en tout cas d'en parler. Et je reviens toujours à ce poète, parce qu'il y a, je crois, dans La Terre infestée d'hommes, c'est un poète qui n'existe pas, qui n'a aucune existence, qui s'appelle Raymond Choquet, qui est mort, je pense, à 25 ans, et il a dédicacé Marcel Moreau, un de ses livres, à ce poète-là. Et ce poète-là, on ne retrouve aucune trace de lui. On peut taper son nom n'importe où, il faudrait peut-être faire des recherches plus approfondies, mais la seule trace qui existe, c'est Marcel Moreau qui lui dédie son livre à Raymond Choquet. Ce mec-là n'existe pas, quoi. Si ce n'est grâce à Marcel Moreau, mais comme Marcel Moreau est un auteur qui était profondément casanier, qui ne cherchait pas les télévisions, il est aussi en train de disparaître petit à petit. Donc, il aurait fallu que quelqu'un comme Denis Lavant lise du Raymond Choquet pour réussir à le faire revivre. Tu veux quel extrait? Donc voilà, ça c'était pour parler de Marcel Moreau, n'importe. C'est juste pour dire, achetez le prochain. D'accord. Bon, chapitre 7. Donnez roi à Sarapis, entre les ombres actrices, 20 de coupage excité, entre là, nous sommes là, dévalons la pente, bienvenue dans la pente, déclivité du vendredi, du ventre, dit, c'est pas ton colloque? Romance pointe un blond bien fait, du doigt devant un club au néon veule. Samuel s'approche, car c'est bien lui, Harry, allemand, charmant, vertical. Harry dit bonjour et son sourire claque comme un drapeau blanc au vent violent. Discipliné dans la déchéance des formalités, coups cardiaques rythmés, charrié par la transhumance hebdomadaire sollicitation du tarmac en transe de Patcheville. La route se barre, nous entrons dans les clubs pub-bars pour rejoindre les corps, cadavres debout, pinsons démembrés, sifflant des absolus alcools. Se font les jeux à boire, à voir tous les restes, sur pied danser, avec vendredi, je joue aussi, Timmy avarié qui se balance au bout d'un fil, Régie défoncée qui se déhanche, je veux voir où vendredi va. Et je n'ai pas peur du noir, les allumettes tiennent mes côtes tranquilles, pendant qu'ils se soumettent aux mélodies des ours mobiles, couinement branlant que personne n'entend. Crèvent dans le caniveau ventouse des buvettes, les vampires asservis, l'écran de la misère portable, l'étau qui prolifère, l'eau de l'île a-t-elle un jour été potable? Je questionne dans le mouvement de l'air l'essence liquide, cerveau quiet, plus pour longtemps, bientôt quiescent. Pince-moi. Je suis au bord, j'agrippe l'air crasse-bec, je me nourris de leurs mensonges que je vomis aussi sec, mais il est tard déjà, trop. Je suis à bord, Patcheville, boum boum, tu gobes les sourds, leurs gobelets blues, leurs membres gourds bougent comme s'ils n'existaient pas. Bientôt, ils ne seront plus imbibés des sucs de l'île, ta fumée blanche lèche les contours, les confiances dans le sens du poil. Patcheville. Attends, je finis le chapitre. Patcheville, arrête ton char, je te vois venir, bobard et tentacule dans mon rétroviseur, c'est toi qui me calcules. Tes lumières comme des gyrophares sur les bites techno-rasoirs, tu n'obtiendras pas un pas de danse de moi. Patcheville, spirale au front large, tu tournes la tête de tous les bambochards. Autour de moi, Samuel, Romance, Niklas, l'Espagne de Pablo et Savinas, Oscan, turc timide à l'anglais grimace, Ed, artiste briton, lunettes plexiglas, et coréen gay, Tristan, gay français, dandine de partout comme s'il tournait fou. Patcheville, recule. Dans tes toilettes torves, pochoirs en forme de cœur évidés, sous les troncs qui servent de corps aux femelles qui gesticulent. Patcheville arraché, tes cils lancent au feu rouge du pétrole amélioré et je plonge. Tes vibrisses s'enroulent, me prennent et m'étranglent. Serre, c'est la gangue que tu formes, morceau de toi que tu pétris, plus poisseuse que le Gange. Tu serres fort, toi la sclère, enveloppe de l'œil de l'île. Patcheville, la pérole, tu me gagnes malgré moi. Je me donne à cœur ouvert sans joie. Dans ton antre nauséabonde où les naufragés fous batifolent, tu me tractes de tes cordes si visibles, et sous tes coups de coude pointus j'abonde dans ton sens. Patcheville, lieu de la dépaissance, le long de tes bourrasques glissent les soifs, dangereux à raisonnement. Devant ma cervelle surcuite, ton démon mauve dégouline.
Je l'ingurgite à la paille. Ma réticence se fait fiction. Plus de foin. Pacheville. Miroir rossard et rotor, vendredi avance et tu resserres les rangs et les vers, errance sévère de toutes tes proies. Quand j'avais lu ça la première fois, j'avoue, le livre n'était même pas encore fini. Je m'étais dit, nom de Dieu. Et ça m'avait fait penser à Marcel Moreau, évidemment, mais aussi à un autre auteur que j'aime bien, qui est plus people et que tout le monde connaît, évidemment, c'est Richard Boringer. Et il a écrit aussi de la poésie qui est un petit peu... il y a son merveilleux bout Lambeau qui est génial et qui me faisait penser à ça. Et on a l'impression que c'est compliqué, que c'est ardu, mais il faut accepter de se laisser porter. Et c'est un peu comme de voir un film qu'on ne comprend pas directement. On se laisse porter par le rythme, par l'envie. Et je crois qu'on est dans une époque où on n'accepte plus de ne pas comprendre. Et donc on a envie d'une littérature facilement digérable. Oui, je pense que les gens aujourd'hui... en tout cas, les lecteurs de romans, principalement, ils ont peur de la poésie parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas comprendre, alors qu'en fait, ils cherchent à comprendre quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Il n'y a pas besoin de... C'est pas ça qu'il faut penser quand on lit de la poésie ou des choses qui semblent ardues. Et en plus, c'est court, et c'est pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, la poésie, c'est formidable, quoi. On a de moins en moins de temps, donc ça tient en 3 lignes et on a un univers complet. Voilà, donc c'était... Morgan Eman, ex-Morgan von Skepdahl, pour son livre « Au fond, un jardinier étouffé ». Voilà. Maintenant, on laisse...